portez bien, que ça va, que tout se passe bien. Alors avant de commencer, je voulais déjà remercier tous ceux qui m'ont laissé des commentaires super sympathiques sur YouTube et sur Crowdbunker. Bon alors sur Crowdbunker, je sais pas si c'est mes abonnés, mais en tout cas merci pour ceux qui les ont laissés. Ça fait plaisir de voir que on n'est pas seul. Je me disais, est-ce que je suis vraiment seule? Et non, il y a beaucoup de monde qui sont seuls, donc on n'est pas seul. Voilà, on croit être seul, mais on n'est pas seul. Aujourd'hui, on va faire silence. Ah ouais, un truc que j'adore. Ah ouais, non. En plus, j'ai des perles, franchement. Donc, bien sûr, je suis sur mon téléphone, parce que ma fille a pris la tablette. On va parler d'archéologie, de climat, de pesticides, de mouches. Ouais, non, j'ai trouvé un truc super sympathique sur les mouches. Alors, les mouches, ça m'a rappelé les inconnus. Je suis mort pas le morpion. Regardez comme je suis mignon. Je suis frileux et je m'installe. Toujours à côté du poêle. Et moi, je m'appelle Moucham. Je suis une mouche à... Ah ouais, non, je connais par cœur. Ouais, non, les inconnus, je les connais par cœur. Donc voilà, on va voir Moucham, hein, ce qu'elle fait. Et alors, j'ai des brèves. Et du coup, j'ai des super brèves. Hein, vous savez de quoi sont composées mes super brèves, c'est-à-dire tous les trucs les plus farfelus et les plus rigolos qu'on peut trouver. Et en vidéo finale, j'ai une vidéo magnifique sur les ondes. Donc, on va commencer par, pour les très peu qui regardent mes vidéos science, je vous avais expliqué la dernière fois qu'ils avaient trouvé des structures sous les pyramides. D'accord? Mais c'était un truc officiel. On est OK. Donc c'était vraiment le truc carré par les archéologues. Bon alors ça faisait une dizaine de mètres, d'après ce que j'ai compris. Et on était OK. Vérif. Ah oui là parce qu'ils ont un truc de débunkage aussi. Spécial fake news. TF1 Info. Vérif. De gigantesques colonnes ont-elles réellement été découvertes sous les pyramides? Des publications prétendent que d'immenses colonnes ont été découvertes sous la pyramide de Khéops. Une rumeur qui s'appuie sur une conférence de presse tenue en Italie sans aucun archéologue. Les conclusions de ces chercheurs ne reposent sur aucun élément scientifique, d'après les experts. Ah ouais, non, alors déjà là, ça commence mal. Sensationnel, historique, révolutionnaire. Alors, je vous mettrai la vidéo, le passe sur TikTok. Bon, moi je me suis dit, ça va, c'est encore un truc de con. Les adjectifs ne manquent pas pour qualifier ce que certains internautes présentent comme la plus grande découverte de l'histoire. Ah ouais, 640 mètres, c'est un peu profond quand même. Image à l'appui, ils assurent que le plateau de Gizeh ne serait en réalité que le sommet des vestiges de toute une civilisation. Alors ça, c'est la Tartarie. Non, je vous explique. Elle révèle plusieurs souterrains sous les pyramides égyptiennes et 8 piliers immenses plongeant à 640 mètres de profondeur, en forme de spirale, qui est sous la pyramide de Khéops. Vu plus de 8,5 millions de fois. Oui, là, je pense en fait, ils flippent parce que les gens, ils préfèrent mieux s'intéresser à ça qu'à leur truc de oui, ils ont fait des obélisques ou des gravures, tu vois, où ils ont construit des temples avec des boules de pierre. Subjugués par l'existence d'une vaste cité souterraine. Mais ça se peut? Ça sait rien en fait, parce qu'on n'a pas le droit de faire de fouilles. Voilà. C'est pour ça. Un chercheur en chimie et un occultiste des pyramides, animé par différentes personnalités. Donc là, c'est une conférence, dont un chercheur à l'université de Pise. Bon, ils mettent pas son nom. Elles assurent avoir utilisé un radar de synthèse d'ouverture pour cartographier le plateau de Gizeh, de révéler l'existence de 5 structures à plusieurs niveaux, 8 puits cylindriques et 2 chambres en forme de cube, s'étendant sur 2 kilomètres sous la roche. Greg Rees, qui se décrit comme un écrivain et diffuseur de vérités cachées et de complot criminel, oui. Nous n'avons identifié aucune reprise dans des médias crédibles ou dans des revues historiques. Ah ouais, non mais, putain, Julien Pen, non mais lol. Enfin, rien n'indique aujourd'hui que la technologie citée dans toutes les publications permet de visualiser une telle distance derrière la roche. On va chercher? Bon, je vais à Wikipédia, hein. Donc on va voir s'ils nous disent la profondeur de 2 à 30 centimètres. Non, ça va pas à l'intérieur. Ça peut aller jusqu'à 2 à 3, voire 5 mètres de profondeur. Donc vous savez que c'est de la merde. Non, c'est vrai, parce que ça aurait pu ressembler à des obélisques, tu vois, mais pas du tout. Alors, ça aussi, un truc super rigolo. Futura, les archéologues ont été surpris. Un soldat romain retrouvé enterré au cœur d'une forteresse construite il y a 5000 ans. Et donc, pourquoi, quel âge ils ont les Romains? Ils ont quel âge les Romains? Mais enterrés là, plus de 2000 ans après l'abandon du lieu. Et donc, dans le sud de l'Espagne, les archéologues découvraient il y a 4 ans une forteresse proto-historique sur une colline rurale. Vous savez qu'ils sortent de plus en plus de noms bizarres. Parce que la proto-historique, je sais pas ce que ça veut dire. C'est quoi? Avant l'histoire? Outre sa structure complexe, le site dissimulait le corps d'un individu inconnu
arborant des attributs propres aux troupes de Rome, mais enterrée là plus de 2000 ans après l'abandon du lieu. Au sommet d'une colline espagnole, une double surprise attendait les archéologues. Oh, l'effet qui se coule. Ah ouais, c'est l'effet qui se coule. Tu as le premier effet, et après tu as le deuxième effet. L'effet qui se coule. Ah ouais. Mais les structures exhumées dans la région méridionale d'Estrémadure surprennent par leur dimension et leur technicité. Ah bon, oui, à l'époque, c'était tous des sgags. Ah ouais, ah ouais, non, ils comprenaient rien, hein, je t'ai dit, tu vois. Ils sont toujours surpris. Oh putain, la théorie de l'évolution, la chronologie, tu sais, la frise. Ils nous l'ont fait dessiner et tout, la frise. Que là, il y avait les dinosaures, là, il y avait le Moyen-Âge, là, il y avait le machin, l'âge du bronze, et l'âge du fer, et l'âge du cuivre. Ces derniers déterraient un corps datant de l'ère romaine antique, enfoui avec des apparats militaires. Elles ont été érigées durant le Chalcolithique, ou l'âge de cuivre. Oui, voilà, dis ça parce que du coup, à la jonction entre le néolithique et l'âge de bronze, vers 3000 avant JC, nonagone. Ah oui, chaque angle se voyait agrémenté de sortes d'absidioles. Oui, mais écrit français en fait. Que l'on retrouve sur les autres strates de la forteresse appelée bastion. Alors, il est cependant relativement rare d'observer ce type d'agencement durant la proto-histoire. L'homme était-il un soldat? Un déserteur? Ah oui, là, parce que du coup, il pourrait avoir été malade et enterré là. Hein, probable que les vestiges de la forteresse de l'âge de bronze aient servi de refuge pour des troupes de passage. Ben voilà, alors, qu'est-ce que tu nous emmerdes là? Termétéo.com. Alors, là, j'espère que cette fois-ci, ils vont nous donner les bonnes infos. La Niña perd en intensité, à quoi s'attendre dans les prochains mois dans le monde et en France. La Niña, ce phénomène climatique influençant les températures et les précipitations mondiales, est en perte de vitesse. Ah, non, parce que parti comme c'est parti, on va avoir un été pourri. Ah, des températures toujours en hausse, indiquent des températures supérieures au normal sur presque toutes les terres émergées, ok, et de la transition ENSO pourrait accentuer les vagues de chaleur, particulièrement en Europe, en Amérique du Nord et en Asie. Ah, je suis contente de vous donner une info, tu vois, basique. Tu vois ce que je veux te dire? Parce que du coup, ils sont toujours pleins de pourcentages, de graphiques, de taux, de machin, mais on sait jamais le temps qu'il va faire. Alors, une augmentation des pluies en Afrique de l'Est et en Australie, région souvent plus sèche sous la Niña. Une réduction des précipitations en Amérique du Sud et en Asie du Sud-Est. Un maintien des conditions arides dans certains pays du Sahel et du sud des États-Unis. Toutefois, lors d'épisodes La Niña prolongée ou intense, on observe généralement une fréquence accrue des situations anticycloniques sur l'Atlantique Nord, ce qui peut favoriser des conditions plus sèches que la normale sur l'Europe de l'Ouest. Ah, c'est nous? Eh ouais, non, parce que je me base, je vois le planisphère, tu vois, je vois la boule, je vois où on est situé, je me positionne, je me dis à droite, à gauche, à droite c'est l'Ouest, donc c'est nous. Eh ouais, c'est la pointe, tu vois, voilà. Record en Europe, des températures, ben oui. Un printemps plus chaud et sec que d'ordinaire en France. Ben écoute, alors je vais te dire, il a fait que pleuvoir. Hein, voilà. Pour mars, avril, mai 2025, confirme une probabilité élevée, 70% de température supérieure au normal sur l'ensemble du territoire. Après, moi, perso, ça me dérange pas. Voilà, mais il faut pas qu'il fasse trop chaud, parce qu'après, je transpire. Et en fait, finalement, j'ai les bouffées de chaleur de la ménopause. Je savais pas. La fille raconte sa vie. Et ouais, je savais pas. Ce docteur, il m'a dit, mais en fait, vous avez les bouffées de chaleur de la ménopause, mais l'hiver, ça va, et l'été, oui, vous avez trop chaud. Tu vois, mais en fait, je pense que c'est quand je suis un peu, vous voyez, pas stressée, mais un truc comme ça, d'un coup, je chauffe, vous voyez. Un printemps plus sec est le scénario le plus probable en France, avec une probabilité de 60%. Toutefois, un scénario avec des précipitations proches des normales reste envisageable. Ben oui, s'il y a 70%... Non, mais j'aime bien. Probabilité de 60% pour un déficit pluviométrique. Précipitations proches des normales reste envisageable à 30%. Ben ouais. Et après, tu dis, tandis qu'un printemps plus humide est peu probable, 10%. Ouais, non, c'est sûr. Bon, ben voilà. Donc, il va faire normalement beau et chaud. Ça chauffe et ça chauffe. Ah ouais, non, ça chauffe. Reporter, la carte des communes les plus exposées. Quels sont les pesticides les plus utilisés près de chez vous? Ben, près de chez moi, pas trop. Du coup, je vais à la Belle de Mai, tu vois. Donc là, tu parles pour ceux qui habitent à l'extérieur de Marseille, tu vois, voilà. Et ouais, on est tous exposés. Ah ben oui, ben c'est sûr. Alors, je vous mets la carte. Je place du Nord. Ouais, non, je place du Nord. Bon, ben maintenant, vous savez où aller habiter. Si vous voulez déménager à la campagne, vous savez qu'il faut pas aller vers le nord, là, vers Bordeaux, machin et tout, et vers Marseille. Hein, voilà, la côte. La France, premier marché de pesticides en Europe. Oh, bah oui,
Oh ben nous, on charge, on charge, on charge. En Europe, la France arrive à la première place d'un triste classement. On est champion, on est champion, on est champion. Avec 68 539 tonnes vendues en 2022. La Gironde fait office du plus mauvais élève avec 3377 tonnes achetées. 3377 tonnes. Vous vous rendez compte? Pour une année. Non, mais vous vous rendez compte? Et après, ils se demandent pourquoi les plantes, elles ne pompent plus du carbone. Pourquoi on n'a plus de papillons, de petites abeilles? Et après, on se demande de se poser, oh, mais comment tu fais qu'on n'a plus d'insectes? Oh, ben, du coup, il n'y a plus d'insectes, il n'y a plus d'oiseaux. Ah bah oui, non, mais, franchement. Au-delà du constat, l'initiative vise à effectuer un plaidoyer auprès du ministre de la Santé et de la Prévention, Yannick Neuder. Donc, je vais vous mettre la photo parce que je ne sais absolument pas qui est cette personne. Voilà. Donc, que ça soit clair, en lui demandant de faire front contre le risque d'affaiblissement. Oh oui. Voilà. Bah, écoutez, c'est magnifique, hein. Bon, ben voilà. Pour une fois qu'on est les premiers, je vais vous dire, non, parce que après, dans France, j'en ai une, et vous verrez qu'on n'est vraiment pas les premiers. Non, voilà. Eh ben, on va passer au problème. JDG. Ah, le journal du geek. Une IA génère des puces aussi incompréhensibles que performantes. Eh ouais, tu sers plus à rien. Non, je sais pas ce qu'on va devenir. Hein. Ouais, non, je sais pas ce qu'on va devenir. Ils vont avoir énormément de chômage. Ils vont être obligés de faire le revenu universel. Parce que du coup, comment on va faire? Donc on fait plus d'humains. Et les peu d'humains qui peuvent encore être en état de travailler, ils vont être remplacés par l'IA. Quand les mecs ils mettent 3 ans et demi pour faire une petite puce ou un petit processeur, lui en 3 secondes il t'en fait une qu'il n'y a personne qui comprend. À un moment donné, l'IA va dire putain à quoi ils servent les humains? Non parce que d'accord, ils nous ont créé tout, mais bon là maintenant ils servent à quoi? Non parce que du coup ils s'appuient sur nous, ils se servent de nous, ils sont toujours là en train de nous demander de faire des dessins animés, de faire des vidéos, de faire des puces, de faire des... Et finalement ils servent à quoi? Non ils servent à rien, hein. Ouais non c'est des parasites en fait, hein. On n'a pas besoin d'eux, hein. Non nous on peut gérer une centrale électrique, donc on peut s'approvisionner, si je veux dire bon voilà. On peut tout gérer maintenant parce qu'il y a tout qui est connecté. Donc pourquoi s'emmerder à garder des humains en fait? Ça sert à rien tu vois. Concevoir une puce, un énorme défi d'ingénierie. Oui, pour les humains. Mais la première difficulté réside dans la conception de l'architecture en elle-même. Et ouais, voilà. Ce que j'étais en train de dire, tu vois, voilà, c'est ça. C'est pour ça, moi, en vérité, je comprends pas pourquoi il n'y a pas beaucoup de monde qui me regarde. Parce que franchement, je suis trop intelligente. Voilà, c'est Electronic Design Automation, des logiciels de pointe qui permettent de concevoir, de vérifier et d'optimiser des circuits à base de semi-conducteurs. Sans eux, nous n'aurions jamais réussi à développer les puces modernes qui servent de fondation à notre société. Eh ouais, la machine learning à la rescousse. Ah non, ça c'était ce qu'ils faisaient avant. D'accord. Leur modèle a pu concevoir une puce de communication sans fil, comme celles qui sont utilisées dans les modems ou les smartphones, traditionnellement difficiles à miniaturiser. Mais surtout, il a réussi à le faire en quelques heures à peine, alors que le processus aurait demandé des semaines de travail à des ingénieurs humains aidés par des logiciels. Voilà, les circuits avaient une apparence carrément extraterrestre. Et pourtant, après certains tests, il s'est avéré que la puce, ainsi conçue par l'IA, a atteint des niveaux de performance formidables au-delà des capacités des puces actuellement utilisées dans l'industrie. On est foutu. Ah non, mais moi je vous le dis, on est foutu. Hein. Les mouches aiment aussi jouer, comme l'a constaté un groupe de chercheurs. France Info. Et ouais, la dernière fois, il y avait 2 mouches sur ma fenêtre. Et en fait, j'ai dit, putain, mais qu'est-ce qu'elles font, tu vois? Elles sont là, face à face. Et en fait, quand je me suis approchée, ben, j'ai vu qu'elles jouaient au tennis. Eh ouais, elles jouent au tennis. Ah, elles se sont fait une putain de match. Des drosophiles dans un bocal, passer du temps sur le carrousel plutôt que de se nourrir. Un comportement intentionnel répétitif, gratifiant et qui ne semble pas pertinent pour la survie immédiate de l'animal. Oh, vous vous rendez compte combien de mouches vous allez tuer dans votre vie? Lézards ou crocodiles qui font du toboggan. Des bourdons poussés des petites balles en bois. Ah, voilà. Comme quoi mon histoire de mouche qui était en train de jouer au tennis, c'était pas si con. Je suis allée me prendre un bonbon. Alors si je fais des trucs chelous avec ma bouche, c'est rien, c'est parce que je suis en train de manger un bonbon. Hein, voilà. Futura. Ce que l'on vient de découvrir sur Néandertal remet en question toute son histoire. Oh, bouchon alors. Comment Néandertal est-il apparu?
si vous voulez savoir. Ils ont trouvé, soi-disant, des hommes différents, d'accord? Et en fait, tu n'as pas la transition, tu vois, tu n'as pas un truc qui dit, ah ouais, il est passé de ce stade à ce stade, tu vois. Donc en fait, ils ont apparu spontanément, tu vois, voilà. Comment ont-ils disparu? Eh ouais, c'est les deux questions majeures. Grâce à l'étude de petits os de l'oreille interne. Ouais, d'accord. Bon, ça commence bien. Oui, voilà, parce que tu as l'Homo sapiens sapiens, ça fait bon. Néandertal est une espèce humaine cousine d'Homo sapiens. Néandertal, une évolution génétique encore mal documentée. Eh ouais, c'est sûr. Jusqu'à présent, il était admis que Néandertal n'avait pas connu d'évolution significative autour de cette longue existence sur le territoire eurasiatique. Pourtant, de récentes études observent une différence génétique entre les premiers Néandertaliens et les derniers représentants de l'espèce. Alors même entre eux, c'est pas bon. Ah ouais, non, mais même entre eux, c'est pas bon. Donc je vous mets l'analyse du petit os. Mais en vérité, comme ils disaient juste milieu, mais c'est vrai, hein, ils vous disent tout dans les trucs. Sauf que vous pouvez pas tout lire, tu vois. C'est pour ça que c'est bien ma chaîne. Parce que moi, je vous lis des choses. Alors déjà, vous voyez que des fois, il y a des incohérences. Parce que des fois, d'un article à l'autre, c'est complètement le contraire. Et en plus, vous voyez qu'ils vous disent tout. Ils vous disent que c'est de la merde, en fait, le truc, tu vois. Ah, celle-là m'a fait rire, hein. France Info, collecte des déchets. On a une ville qui n'est pas propre. Excédé, la mairie de Périgueux demande des containers à libre accès. C'est-à-dire, vous vivez dans un petit lotissement. Ils vous mettent les containers à l'entrée du lotissement. Et le mec habite au bout du lotissement, il faut qu'il se tape tout le chemin, vous me direz, il peut le déposer en passant en voiture, mais bon, au conteneur. Mais je crois qu'en plus, il faut qu'ils aient des badges. Voilà, accessible avec une carte. Nous avons de plus en plus de sacs noirs, de dépôts sauvages, que ce soit autour des points d'apport volontaires, mais aussi des rues. Donc, quand on me dit Marseille, c'est dégueulasse et tous c'est les Marseillais qui sont dégueulasses, eh ben, allez voir Périgueux, parce que du coup, les Périgourdins sont dégueulasses aussi. France Culture, paléoanthropologie, la découverte de la plus ancienne maquette fonctionnelle au monde. Bassin parisien, des chercheurs ont découvert une maquette en relief d'un paysage du Paléolithique vieux de près de 14 000 ans, à Noisy-sur-École, en Seine-et-Marne. Les sillons tracés dans le sol remontent jusqu'à l'entrée de la grotte et guident l'eau en temps de pluie. On peut donc voir l'eau s'écouler comme une rivière entre les plateaux au fond des vallées représentés sur le sol de l'abri. C'était quoi? L'âge du feu? C'est ça? De Jean-Jacques, je sais pas quoi là? C'était des singes quoi, tu vois? Eh ben non, c'était pas des singes. Alors, oui, peut-être des singes, mais super intelligents. Eh ben allez, du coup, on passe au super brève. Slate.fr, perdu dans l'espace, le premier vaisseau envoyé pour exploiter les minerais d'un astéroïde, ne répond plus. Oh, Minouchette, il s'est perdu. Vers l'infini et l'au-delà. Ah ouais, non mais, Astroforge. Eh ouais, ben, ça, c'est pas beau. Eh ouais, non, c'est pas beau. Devait être, eh ouais, voilà, c'est ça, un pionnier de l'exploitation minière loin de la Terre. Eh ouais. Alors, je vais vous mettre la photo. Non, parce que la photo, là aussi, merveilleuse. Ouais, non, je vous jure, on a un problème hein, avec leurs photos. Vraiment, et vraiment, ils se font pas chier, hein, vraiment. Pour ceux qui seraient dubitatifs, sceptiques, tu vois, pour vous expliquer comment fonctionne une photo. 20 minutes. L'agence spatiale européenne dévoile des photos inédites de la surface de Mercure et espère percer ses mystères. Bon, alors déjà, premièrement, la photo, on dirait la Lune, hein, on est ok. Moi perso, j'ai jamais vu Mercure, donc tu peux me montrer n'importe quelle photo, je te dirais oui, pourquoi pas, hein. Donc là, excuse-moi, on dirait la Lune, donc ils se sont pas emmerdés, hein, je vais te dire. On sait pas ce que c'est le truc blanc devant. Alors au début, je croyais que c'était un vaisseau genre Enterprise, tu vois, non, parce que franchement, de profil, on dirait l'Enterprise, tu vois. Et en fait, je pense que c'est un bras articulé du truc, hein. Lors du survol de Mercure et publié par l'ESA ce jeudi, on peut voir les cratères du pôle nord de la petite planète ainsi que des traces de son activité volcanique. Pas du tout. Non, pas du tout. Non, il faut être ok. Ce que vous pouvez faire, pour ceux qui sont dubitatifs, il y a un site. Alors avant, ça s'appelait Forensic. Et je sais pas, peut-être ça a changé parce que c'était super vieux. Et moi, je l'avais fait au temps de la Terre plate. Parce qu'ils nous avaient dit que toutes les photos de la NASA et tout, elles étaient photoshopées, elles étaient vignotées, elles étaient détourées, elles étaient ok. Moi, comme je suis comme Saint Thomas, il faut que je vois pour que je croie. J'ai dit ok, je vais voir. Donc en fait, vous prenez une photo, vous allez sur ce site qui va vous donner, on va dire, l'origine de la photo. Logiciels qui ont été appliqués dessus, tout ce qui s'est passé. Ok. Vous prenez une photo de chez vous. Vous savez, une photo que vous avez prise avec votre téléphone, votre appareil photo, enfin, ça fout. Vous la soumettez au logiciel. Il va vous montrer le résultat. Donc moi, à l'époque, je l'avais fait sur une photo de mes chiens, je crois. Tu vois, c'est presque tout noir.
tu vois, c'est tout de la même couleur, c'est tout, enfin bon, je veux dire, il n'y a pas de différence, tu vois, donc en général c'est tout noir, et tu vois à peine les délimitations des images, d'accord, ok. Tu vas sur le site de la NASA, mais le site de la NASA, je parle pas des sites tout dégueulasses, Google Images ou quoi, tu vas sur le site de la NASA, tu télécharges une de leurs photos, et tu les passes au forensic, et tu verras que, enfin au forensic ou au logiciel qu'il y a maintenant, et tu verras que toutes leurs photos, elles sont photoshopées, déjà, premièrement, et tu vois, par exemple, la Terre, elle est en surbrillance, tu vois, donc tu vois qu'elle a été rajoutée sur la photo, tu vois. Tu vois un truc, ça a été découpé, tu vois, mais tu le vois bien en fait, il y a des trucs, ça fait des petites croix, enfin bon, et tu vois en fait tous les défauts qu'elle a la photo, comme quoi elle a été trafiquée. Je peux vous dire que ça, pour ceux qui regarderont, les peu qui regarderont cette vidéo, si vous voulez voir, vous faites comme ça. Et en fait, je me suis rendu compte que toutes les photos de la NASA, de leur soi-disant Jupiter, Saturne, Neptune, Pluton, elles sont toutes retouchées. Vignotées, détourées, enfin bon. Bon ben voilà. Donc vous avez les premières images de la Lune, Mercure. Eh ouais, non, parce que franchement, on dirait la Lune, déconne pas. Essayez d'être un peu imaginatif, tu vois. Enfin, je veux dire, bon, surtout qu'il y a personne qui la voit, cette putain de Mercure, tu vois. Qui sait qu'il y a un télescope aussi puissant pour voir Mercure. Donc, tu peux nous sortir un truc un peu genre à la Star Wars ou Gardien de la Galaxie, tu vois. Enfin bon, non, là, ils te mettent encore un truc tout dégueulasse. Eh ouais, allez. Ah, celle-là, elle m'a fait rire, hein. Star Insider, les ambitions de recyclage de la NASA sur la Lune. Lorsque les astronautes du programme Artemis poseront le pied sur la Lune en 2000... Non, mais la dernière fois, j'ai lu un article, ils ont dit non. Ils ont dit c'est mort. On doit se poser au pôle Nord, à l'endroit où il y a des tremblements de terre parce qu'il y a des volcans. Et donc, du coup, on va pas pouvoir se poser. Et le temps de rééquilibrer, de réajuster la fenêtre de tir, le piou, tu vois, pour partir dans l'espace et tout, eh ben, en fait, on va pas pouvoir le lancer, ton truc, tu vois. Ah oui, des esprits créatifs à imaginer des méthodes innovantes pour recycler les matériaux une fois sur la Lune. Non, moi, on voit qu'ils sont payés à faire des trucs super intéressants. Science Post, paradoxe climatique, la baisse mystérieuse de l'évaporation des océans. Vous savez, la dernière fois que je vous avais dit qu'il y a une rétention thermique, je sais pas quoi, de l'océan. Et que c'est pour ça qu'ils gonflent. Ben ça, c'est pour prouver leur truc délirant de la dernière fois, tu vois. Donc maintenant, l'océan, comme il garde la chaleur, puisqu'il y a une baisse mystérieuse de l'évaporation des océans, on ne sait pas pourquoi les océans, d'un coup, ils ont décidé de plus s'évaporer. Ouais, non, le cycle de l'eau, c'est mort. Ce qu'on t'a appris, donc soleil, évaporation, nuages, montagne, pluie, eau douce qui repart à la mer, c'est mort ça. Non, parce que l'océan, il garde la chaleur, en plus il gonfle. Bientôt, ils vont te dire que dans les nuages, il n'y a plus d'eau. Ah ouais, non, mais c'est le truc de fou. L'évaporation globale a diminué au cours de la dernière décennie. Les plantes, elles ne pompent plus du carbone. Non, je te dis, on a vraiment un souci à ce moment. Ensuite, là aussi, paradoxe. Ah oui, non, parce que l'autre c'est un paradoxe, celui-là c'est un paradoxe. On vit dans un monde paradoxal. Non, je vous le dis, on vit dans un monde paradoxal. Dans l'hémisphère nord, la plus petite étendue de glace arctique observée, mais plus de neige que d'habitude. Voilà, les chutes de neige dans l'hémisphère nord ont connu une augmentation inattendue de plus de 600 gigatonnes par rapport au mois de janvier. Alors, la quantité de glace sur la plateforme glaciaire de l'Antarctique vient d'atteindre un niveau historiquement bas. Donc, l'eau tombe dans l'océan, bon, ok, et donc sinon, elle tombe sur la petite superficie de glace. Donc, ça veut dire qu'il va tomber sur cette petite superficie plus de neige que d'habitude, donc elle va augmenter en hauteur. Donc, peut-être qu'il va remplacer la largeur. Peut-être c'est juste la forme qui change. Donc, on va avoir un énorme tube au pôle Nord. Et ben voilà, j'ai fini les super brèves et on passe à la vidéo finale. Donc, vidéo finale, ben, je vous parle donc de ce que je vous ai dit d'onde. C'est quand même hallucinant, tu vois, parce que quand tu vois ça, tu te poses des questions. On se revoit après la vidéo. Tu vois ça, c'est pas juste des motifs psychédéliques ou stylés, c'est bien plus que ça. C'est de la cymatique. C'est l'étude des formes géométriques créées par des vibrations. En gros, c'est des motifs qui se forment lorsqu'on fait vibrer de la matière comme du sable ou de l'eau. Tu mets ça sur des haut-parleurs qui vibrent et tu obtiens des motifs comme des mandalas. Mais attends, parce que ce gars, il a poussé ça encore plus loin. Il a recréé ces motifs en 3D sur un logiciel, pris des tranches de la forme et les a mis en couleur. Et regardez-moi ce qu'il fait. Regardez juste moi ça. Le résultat que ça donne, c'est juste époustouflant. Là, il prend la dernière tranche et il a regardé. Il a créé littéralement une image parfaite de la réalité, juste avec du son et de la lumière. Je pense qu'on peut juste s'asseoir et réfléchir à ça.
Parce qu'on a là le code de la matrice ou le code de la réalité, vous appelez ça comme vous voulez. Ça résume bien le fait que tout ce qu'on voit, ce sont que des ondes. Bon ben voilà, vidéo hallucinante, hein, on va pas se cacher. Il y en a un, il expliquait que c'est un monde immatériel et grâce à notre puissance, mais je sais pas comment vous expliquer, et en fait on était capable de matérialiser en fait. En fait, nous, on serait encore... Enfin, on serait pas là. Moi, je suis là, mais je suis pas là. Tu vois ce que je veux te dire? Je suis là, mais je suis pas là. C'est-à-dire, c'est ma puissance, mon énergie qui matérialise mon corps sur la Terre. Et qui matérialise ma Terre. Vous voyez, genre Matrice. Genre Néo, Matrix. Paraît que c'est ça. Enfin, ça serait ça. En fait, c'est un monde pas d'illusion, mais en fait, c'est toi qui crée. Et c'est pour ça qu'il y en a qui peuvent se soigner par l'esprit, faire plein de trucs grâce à leur esprit, quitter leur corps, machin, je sais rien. Enfin bon. Et parce que justement, on n'est pas physique en fait. Donc on est là, mais on n'est pas là. Mais écoutez, on va finir sur cette belle phrase. Hein, on est là, mais on n'est pas là. Alors déjà qu'on n'est rien. En tout cas, moi, je suis rien. Et en plus, je suis pas là. Voilà. Donc, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à vous abonner, à laisser un petit commentaire encourageant. Voilà, on va le dire comme ça. D'ici ma prochaine vidéo, donc, qui sera France. Alors, France, c'est compliqué. Oui, France, ça va être compliqué. Prenez soin de vous, faites attention à vous, et puis à bientôt pour une prochaine vidéo.